C'est vrai qu'on nous a regardé beaucoup avec des sourires. Comme des fadas. Oui, Ils n'ont aussi. pas peur des mots. Quand les gens testent, ils se rendent compte que la voiture, elle n'est pas obligatoire. Il s'est designé sa bagnole rêvée, marrante à conduire et fun à regarder. On voit pas demain un James Bond en véhicule intermédiaire, ça serait énorme. Vous vous demandez sûrement ce que sont ces étonnants bolides. Avec leur look tantôt kitsch, tantôt futuriste, les imaginer se répandre sur les routes peut paraître loufoque. Et pourtant, ces objets roulants non identifiés pourraient bien constituer l'avenir de nos mobilités. Et qui sait, peut-être même remplacer les voitures dans le cœur des Français. En France, on aime la bagnole. Symbole de liberté et d'indépendance, elle s'est imposée dans le quotidien des Français, qui sont plus de 86% à en posséder au moins une. Et leur nombre sur les routes ne cesse d'augmenter. Pourtant, les voitures sont responsables de la moitié des émissions carbone dues au secteur des transports, ce qui représente près de 70 millions de tonnes de CO2. Il y a plusieurs enjeux de transition énergétique. Le principal, c'est celui du climat. La volonté d'atteindre la neutralité carbone au niveau français oblige, notamment dans le secteur des transports, de sortir du pétrole, alors qu'aujourd'hui, c'est plus de 90% des consommations d'énergie du secteur qui viennent du pétrole. Il y a un gain très significatif à passer à l'électrique, d'un point de vue climat. Suivant les études qu'on a en France, on divise par 2 jusqu'à 5 les émissions sur l'ensemble du cycle de vie d'une voiture. C'est-à-dire que la voiture a plus d'émissions à la production, mais après les émissions sont vraiment très faibles à l'usage, et du coup on a un vrai intérêt à passer à l'électrique. Mais là où c'est pas suffisant, c'est que ces voitures électriques, elles sont loin d'être zéro émission, elles ont aussi d'autres impacts environnementaux en lien avec les consommations de ressources, notamment avec les consommations de métaux, notamment pour les batteries. Et en même temps, il faut revoir plus globalement les usages, limiter l'usage de la voiture et le nombre de voitures en circulation autant que possible, si on veut globalement atteindre nos objectifs climatiques et répondre aussi aux autres défis de transition qu'on peut avoir. La voiture individuelle est encore perçue comme un signe de réussite sociale. Pratique et confortable, on imagine mal s'en passer. Mais avec des impacts aussi colossaux, on peut se demander s'il n'existe pas une solution plus sobre qui répondrait aux mêmes besoins de liberté, de mobilité et de praticité. Une voiture dont la production demanderait moins de ressources, qui consommerait moins d'énergie et prendrait moins de place dans l'espace public. Et idéalement, on aimerait aussi qu'elle ait une belle gueule. Eh bien, cette voiture existe déjà. Elle répond au doux nom de la bagnole, ça ne s'invente pas. Nous, la particularité de la bagnole, c'est que tout est modulable. On peut enlever l'intégralité de sa carrosserie en 30 minutes à peine. Une bagnole, ça pèse avec ses 2 batteries 415 kg et avec une seule batterie 395 kg. Donc c'est un véhicule qui est très léger, quoi. Elle est principalement composée d'acier pour le châssis, de dibond, c'est 2 feuilles d'alu avec un composé plastique au milieu. Il y a du thermoformage pour tout ce qui est calandre, bassine, etc. Et beaucoup de bois. Cette petite voiture est conçue pour être facilement réparable. Les batteries de 6 kWh sont entièrement démontables et il est possible de les réparer en changeant les cellules une par une. Sobre et durable, cette bagnole est adaptée à la majorité des déplacements du quotidien. On peut l'utiliser dans son quotidien, pour ses loisirs ou son travail. On peut s'en servir pour aller faire ses courses au quotidien, aller chercher un enfant à l'école, aller chercher son colis à la poste.
Dans ces loisirs, on peut aller faire du ski, du surf, aller aux champignons. Et pour le travail, on peut se déplacer sur son exploitation agricole, on peut se déplacer entre différentes usines, on peut livrer dans les centres-villes urbains aujourd'hui avec les zones à faible émission. Tous les artisans qui ont besoin d'un petit véhicule zéro émission, c'est parfaitement adapté à leurs besoins. Donc c'est ce quotidien loisir-travail. 90% des trajets quotidiens des Français font moins de 50 km. Nous avons jusqu'à 135 km d'autonomie dans la bagnole, donc on peut adresser ces 90% d'usage au quotidien, de proximité. Et 50% de ces trajets de moins de 50 km au quotidien se font seuls dans une voiture. Donc aujourd'hui, on a même une place de trop, quoi. Enfin voilà, non mais avec un véhicule de place, on fait déjà beaucoup de choses au quotidien pour des déplacements de proximité. Donc là, la voiture est allumée, elle ne fait pas de bruit puisque c'est un véhicule électrique. On a une véritable planche de bord en bois. Ça marche très très bien sur la route. Là, on monte sur une route départementale en côte. La pente comme ça est un peu l'ennemi des quadricycles à moteur parce que il faut avoir. On nous klaxonne assez souvent avec la bagnole. Les autres usagers de la route nous aiment bien avec cet objet un peu à part. Nous, la pente, ça nous connaît. On vit en montagne à Cluses. Tout autour de nous, il n'y avait que des petites routes de montagne et ça a été un peu tous les terrains d'expérimentation de la bagnole. Il a fallu quand même penser à la faire vivre dans ces montagnes. Notre sujet, c'est d'essayer de consommer peu d'énergie, d'avoir une dynamique quand même qui permet à la bagnole de s'insérer dans la circulation. Et on est content du résultat parce que aussi bien en pente, en démarrage en côte, en franchissement un peu tout terrain, ça marche bien. Cette voiture au design rétro et attachant est en fait ce que l'on appelle un véhicule léger intermédiaire. Elle est à mi-chemin entre le vélo et la voiture. Et parmi ces véhicules intermédiaires, ou vélis pour les intimes, on trouve des vélos à 3 ou 4 roues, des voiturettes minuscules et beaucoup d'engins qui sortent de l'ordinaire. Tous ces véhicules électriques ont un point commun. Leur vocation est de diminuer l'impact de nos trajets sur l'environnement. Si on prend les véhicules intermédiaires les plus proches des voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça va être par exemple les mini-voitures ou les voiturettes. Les voiturettes, ça va être limité à 45 km/h. Les mini-voitures, ça va être des véhicules qui sont, eux, limités à 80 ou 90 km/h. Donc typiquement, dans des zones rurales, bien souvent, ça peut très bien convenir au trajet du quotidien, y compris dans ces zones-là, mais avec des consommations de ressources qui sont bien plus faibles. Sans le savoir, vous connaissez déjà le plus célèbre des vélis, la Citroën Ami, un quadricycle léger qui a su séduire les jeunes Français. Avec sa batterie de 6 kWh, elle peut rouler jusqu'à 45 km/h. On commence donc à voir quelques vélis sur nos routes, surtout en milieu urbain en ce qui concerne l'Ami. Mais pour accélérer leur développement partout en France, l'association InVD s'est imposée comme pionnière avec la volonté de s'émanciper de la voiture individuelle dans les territoires ruraux. Nous, InVD, on est parti du besoin qu'on a identifié. Le besoin, c'était de proposer aux habitants de territoires ruraux de moyenne montagne, là où on a des grandes distances à parcourir et surtout des montées, des descentes et puis des virages dans tous les sens, voilà, proposer des solutions autres que la voiture pour ceux qui avaient envie d'une autre mobilité plus en accord avec les contraintes énergétiques ou économiques. On a identifié le besoin qui était de pouvoir transporter par exemple un adulte et 2 enfants, de pouvoir avoir une mobilité active, donc un pédalage, parce qu'on aime bien participer à son déplacement, en étant abrité aussi, pour être utilisable pratiquement toute l'année. Donc le VAE a ses limites qu'on identifie, la voiture c'est trop lourd, et voilà, le véhicule léger intermédiaire, ça peut répondre à ça. Et on a eu la chance à InVD de trouver un premier constructeur qui nous a dit « mais votre véhicule intermédiaire, je vais vous le fabriquer ». Et c'est comme ça que l'histoire a démarré et qu'on s'est trouvé InVD vraiment embarqué par l'aventure des vélis. Ils nous ont vus à bord de ce petit véhicule 4 roues qui était au début juste une base roulante, un guidon et un siège et c'est tout. Il n'y avait pas du tout de carrosserie. Moi j'ai installé un siège derrière pour que ce soit à 2 places quoi. Et puis on roulait comme ça avec ça quoi. Comme un karting à 2 places si tu veux. Alors c'est vrai qu'on nous a regardé beaucoup avec des sourires et
Oh, ils sont gentils, bon, un peu comme des doux rêveurs. Comme des fadas. Oui, Ils n'ont aussi. pas peur des mots. Puis des inconscients. Des inconscients aussi, oui. Et oui, enfin, plein de choses comme ça. Alors, on a eu l'occasion de faire essayer les uns les autres, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que, en général, quand les gens essayent, ils disent « Oh, comment ça marche bien !» Et ils y trouvent tout de suite du plaisir aussi, etc. Au fur et à mesure, Hélène et Michel Jacquemin ont été rejoints par d'autres citoyens qui avaient, eux aussi, envie de réinventer leur mobilité. Depuis 2023, l'association InVD mène des expérimentations avec le parc naturel régional des Grands Causses. L'objectif est de faire tester différents véhicules intermédiaires à des volontaires. Et ils sont nombreux. Alors aujourd'hui, on est à déjà 70 mois de test. On a une dizaine de modèles qui tournent, tous très différents. Ça va du vélo à 45 à la petite voiture électrique qui va jusqu'à 90. Et au milieu, on a plein de choses qu'on teste qui sont vraiment des prototypes, qui sont des véhicules actifs à 45, comme celui que j'ai derrière moi. Alors aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine de personnes, tout âge, toute catégorie socio-professionnelle. On a même des personnes sans emploi qui avaient des difficultés à se rendre à leur travail et qui justement, avec un moyen très peu coûteux, ont pu arriver facilement à retrouver un emploi. Et à l'opposé, on a des retraités, on a aussi des agriculteurs, on a plein de gens différents qui ont des besoins de mobilité et qui ont besoin de se déplacer. Merci. Il y a du sucre et des touillettes là. Je suis bien sûr. Ouais. Donc le but de cette formation, c'est que vous appreniez un petit peu les difficultés ou les facilités qu'on peut avoir avec les véhicules intermédiaires, que vous vous rendrez compte au quotidien comment ça se conduit, et puis surtout que vous les utilisez de manière longue, c'est-à-dire sur 1 mois par véhicule, 2 mois de test, et de vous rendre compte si c'est possible pour vous de remplacer une voiture ou de faire des trajets que vous ne ferez pas forcément avec un vélo, parce que ça a ses limites, notamment en milieu rural. Aujourd'hui, votre mobilité au quotidien, donc entre Millau et Saint-Affrique, c'est commencé en voiture, en vélo ? Oui, c'est en voiture. Ah ouais, non, en vélo, c'est un peu loin. C'est quand même 35 km. J'ai une voiture et un vélo, mais un vélo que j'utilise pas beaucoup parce que j'habite dans Coquelard. Mais en fait, c'est la voiture. C'est la voiture. Mes besoins, en fait, c'est quand même comme il y a quand même des routes assez sinueuses et un peu étroites, que ce soit un peu sécurisé, ça me plaît bien. Comme là, il fait quand même pas chaud, on puisse aussi être à l'abri, c'est pas mal. Je veux tester en fait la possibilité d'aller faire les courses dans la ville du coin, c'est-à-dire à Lodève, qui est à une 15-20 km en fait de là où j'habite, avec un très gros dénivelé. Hein, il y a 400-500 mètres de dénivelé. Quelles sont vos attentes là, avec cette expérimentation ? Est-ce que vous avez des attentes particulières, des appréhensions ? Des appréhensions, pas du tout. Moi, je serais plutôt sur le test du véhicule le plus gros, qui va à 90 km/h, pour des questions de sécurité quand même, notamment, parce que c'est un axe qui est très fréquenté et c'est un peu l'autoroute locale. Idéalement, vous aimeriez bien tester quel genre de vélo, plus proche de la voiture, plus proche du vélo, et pourquoi ? Plus proche du vélo pour avoir le nez à l'air en fait, pour pouvoir profiter du paysage. Donc c'est plutôt le véhicule du fond qui m'intéresserait, sachant que l'idéal serait quand même d'avoir un véhicule pour 2 adultes, mais j'aimerais bien pouvoir pédaler aussi sur le véhicule. Alors moi je me projetterais certainement plus sur une petite voiture qui va à 45 km/h ou plus, puisque je suis quand même à 25 ou 30 km de Millau. Et que mes trajets ils sont majoritairement vers ici, potentiellement plus sans pédale. Mais voilà, à voir ce qui reste. Même bien appuyant, ça freine très fort. Comme c'est tout léger, ça s'arrête de suite. Après cette formation, Benoît, Flora et Laetitia vont pouvoir tester 2 véhicules différents en 2 mois d'expérimentation.
Et parmi les testeurs, un homme a déjà parcouru des milliers de kilomètres en véli au point d'en devenir un expert. Aujourd'hui, Jacques a totalement abandonné sa voiture. J'étais déjà au courant que ce genre de véhicule allait venir. Il y avait la bestiole qui existait déjà, donc celle de Michel. Maintenant, je suis testeur officiel, si on peut dire. Et là, je suis à 14 000 km depuis le mois d'avril l'année dernière, en 10 mois. J'habite sur un plateau au-dessus de Saint-Afrique, dans l'Aveyron, et j'ai 9 km de descente pour aller à Saint-Afrique. Bon, ça, je le fais régulièrement 2, 3, 4 fois par semaine. Chercher mon pain, je vais au marché, je vais à mes rendez-vous. Ensuite, je suis quand même très actif aussi au niveau de l'association INVD, donc je suis souvent sur Millau. Je viens à Millau aussi. Là, il y a 45 km aller, 45 km retour. C'est 1h15 de route. Et après, c'est vrai que je fais des longs trajets. Justement, je teste aussi ce véhicule sur sur des trajets qui font 200, 400, voire 700 km comme cet hiver, où je suis monté donc au 3e salon du Véli à Laval, puis passer par Belle-Île-la-Mer et revenir sur l'Aveyron. Ça donne une boucle de 2000 km en 4 semaines. Alors c'est vrai que pas mal de gens ont des voitures ici et donc on a des gens qui testent ça comme deuxième voiture. Et dans les grandes lignes des retours de notre expérimentation, c'est qu'en fait, quand les gens testent, ils se rendent compte que la voiture, elle n'est pas obligatoire. C'est pas la chose qu'on doit forcément avoir pour pouvoir se déplacer et qu'on peut se déplacer très très bien en transportant des enfants, en étant protégé des intempéries, en ayant un petit volume de chargement, avec des véhicules qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus légers et beaucoup plus sobres. Donc l'expé se passe plutôt très bien. Alors on va parler des enjeux. Les enjeux pour les territoires, ils sont énormes. Je veux dire que le premier enjeu, c'est un enjeu d'inclusivité. Parce que dans les territoires, on a beaucoup de personnes qui sont des travailleurs, même mais smicards, et qui ont de moins en moins les ressources financières nécessaires de continuer à entretenir leur voiture, qui peut arriver en fin de vie, et qui n'ont pas les ressources pour en acheter une autre, pour continuer à travailler. Et on a de ce fait de plus en plus de chefs d'entreprise, des petites TPE ou PME, qui viennent vers nous en disant « Qu'est-ce que vous pouvez, vous, association, nous proposer comme solution de mobilité pour nos salariés ?» Et ça devient une réalité depuis début 2024. Et les vélis, justement, peuvent être une réponse. Ensuite, il y a l'enjeu énergétique. La consommation énergétique de ces véhicules légers, elle est ridicule puisque c'est 1 € pour 150 km parcourus, 1 € d'électricité. Donc c'est 3 fois rien. Et en plus, c'est une prise domestique, c'est du 220. Pour recharger, c'est un peu l'équivalent de mettre en route une bouilloire électrique, par exemple. Mais pour que ces véhicules légers trouvent leur place sur les routes, il reste encore du chemin à parcourir. Comme en Aveyron, des expérimentations sont menées dans une vingtaine de territoires partout en France, ce qui permet à des chercheurs d'étudier comment bien intégrer les vélis dans les infrastructures de mobilité actuelles. On peut difficilement imaginer des solutions complètement spécifiques aux véhicules intermédiaires. Ça existe partiellement pour les modes actifs. On pense par exemple aux pistes cyclables qui portent une vision de ségrégation de l'espace. Ça a du sens sur certains milieux, mais qui doivent rester ponctuels. On ne peut pas imaginer de les généraliser à l'ensemble du réseau routier. Pour les véhicules intermédiaires, on est un peu dans la même situation. On ne va pas créer une voie spéciale véhicule intermédiaire en plus de ce qui existe déjà pour les modes actifs. Ça serait peu réaliste du point de vue économique, du point de vue de l'espace disponible, du point de vue de l'impact environnemental de ce type d'aménagement. Donc on est plutôt effectivement sur une réflexion qui se veut la plus large possible pour intégrer les modes qui cohabitent dans des espaces partagés. Par exemple, la construction de bandes dérasées de droite, ce sont des petits espaces sur le bord des voies en fait, qui permettent la circulation de tout à chacun de manière ponctuelle. Donc les véhicules motorisés peuvent s'y mettre, notamment les véhicules les plus lents, pour être doublés. On peut imaginer que les véhicules intermédiaires aussi peuvent emprunter ces bandes dérasées de droite ponctuellement pour permettre le dépassement plus sécurisé. D'autres solutions existent aussi, comme la chaussée à voie centrale bidirectionnelle, qui existe de plus en plus pour les vélos. Une chaussée sur laquelle il existe une voie unique, dans laquelle les véhicules motorisés circulent dans les deux sens. Et de chaque côté, il y a des espaces, des bandes cyclables prévues effectivement pour la circulation des vélos. On pourrait imaginer des solutions intermédiaires, des choses qu'on pourrait qualifier de routes tranquilles, c'est-à-dire des routes secondaires sur lesquelles il y a des faibles trafics motorisés et sur lesquelles on préconiserait des vitesses de circulation plus faibles. Ce type d'aménagement se veut aussi plus apaisé et pourrait tout à fait correspondre à certains usages dédiés aux véhicules intermédiaires. Mais pour l'instant, l'industrialisation de ces véhicules intermédiaires n'en est qu'à ses balbutiements.
Pour stimuler la création de ces nouveaux véhicules, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, a lancé en 2022 l'Extrême Défi, un programme d'innovation qui a pour objectif de développer des véhicules 10 fois plus légers, 10 fois moins coûteux, 10 fois plus durables et 10 fois plus efficients qu'une voiture. Même si de plus en plus de constructeurs automobiles bien connus s'emparent du sujet, les petits constructeurs réunis au sein de l'association Aveli ont encore de nombreux défis à relever. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous rassemble tous en tant que membres Aveli constructeurs, c'est vraiment le souhait d'offrir des alternatives à la voiture. Pour plein de raisons différentes, parfois c'est des raisons économiques, donc offrir une solution qui est plus économique que la voiture, ou alors offrir une alternative plus écologique. Voilà, souvent en fait ça va de pair. Maintenant ça suffit pas pour faire une entreprise qui réussit, il y a plein d'enjeux, puisque finalement on est des industriels, parfois des artisans, parfois un peu entre les deux. Aussi pour offrir un nouvel imaginaire par rapport aux véhicules électriques qui aujourd'hui en fait très américains et très chinois. Effectivement on peut faire de la voiture électrique, mais on peut aussi offrir des vélis qui offrent une solution plus sobre que la voiture électrique en elle-même. Tous les constructeurs ne sont pas au même stade, on ne s'est pas tous lancés au même moment, on n'a pas tous les mêmes moyens financiers ou les mêmes moyens humains, et donc il y a plusieurs façons d'adresser la problématique. Soit finalement on est plutôt du côté de l'artisan, où on va produire à la commande, etc. au fur et à mesure, donc on est très flexible sur les moyens de production, mais c'est très manuel, ça prend beaucoup de temps, etc. Soit on a plutôt des acteurs qui sont par exemple épaulés par des partenaires industriels ou qui sont issus de groupes industriels qui, eux, vont beaucoup plus vite aller vers l'industrialisation de ces produits-là et donc vont permettre d'adresser le marché et de gérer beaucoup plus rapidement des gros volumes, ce qui va aussi leur permettre finalement de réduire leurs coûts et donc le prix de vente final. Aujourd'hui, on est en phase de démarrage sur beaucoup de modèles. Le prix de vente du Véli, il se place souvent au-delà de 13 000 € en prix de vente tel qu'il est aujourd'hui visé par certains constructeurs. Ma réflexion, c'est que ce type de véhicule aujourd'hui devra se placer en dessous de 10 000 €. Objectivement, c'est atteignable. Pourquoi ? Parce que les véhicules intermédiaires, en particulier les plus légers d'entre eux, sont basés sur des technologies relativement simples, avec très peu de pièces, avec très peu de complexité. Et donc, dès que les séries vont être là, dès que les étapes de recherche et développement auront été stabilisées, atteindre des prix inférieurs à 10 000 € est tout à fait envisageable. Il y a un challenge industriel, il y a un challenge commercial, parce qu'il faudra des séries, mais c'est atteignable. Pour que les vélis trouvent leur public, au-delà du prix d'achat, l'un des principaux enjeux est de réussir à transformer l'imaginaire collectif. De la même façon que la voiture individuelle est devenue symbole de liberté, le véli pourrait devenir le véhicule d'un futur désirable, pratique, charmant, durable et à moindre impact. Un imaginaire dont s'emparent déjà certains vélis, comme la bagnole. Son designer Léo Choisel l'a imaginé à partir d'un jouet en bois. Quoi de mieux qu'un retour à l'enfance pour reconstruire son rapport à la voiture ? Que ce soit la 2 chevaux, la Méhari, la Minimoque, la 4L, tous ces véhicules qui ont été des véhicules iconiques. Et il voulait mettre un petit peu toutes ces aspirations dans la bagnole et il s'est designé sa bagnole rêvée, c'est-à-dire simple, robuste, réparable, marrante à conduire et fun à regarder. Pour ceux qui souhaitent les voir se démocratiser, ces véhicules intermédiaires doivent faire rêver tous les Français. Jérôme Zindi est vélo reporter. Pendant des mois, il a sillonné les routes de France à bord d'un Véli et il est désormais convaincu que ces petits véhicules ont un rôle important à jouer dans la transition de nos mobilités. Pour reconstruire un imaginaire sur la voiture telle qu'on nous la vend aujourd'hui. On sait qu'il y a un véhicule sur 2 aujourd'hui neuf qui est vendu, qui est un SUV. Il y a des milliards d'euros investis sur les publicités de SUV alors qu'on sait que les SUV c'est le 2e poste d'augmentation des émissions de CO2
ces 10 dernières années dans le monde, donc c'est un contresens environnemental. Bien sûr, il va falloir bousculer tout ça. Il va falloir peut-être que les artistes s'en emparent, qu'il y ait des films de cinéma. Pourquoi pas demain un James Bond en véhicule intermédiaire, ça serait énorme. Il faut que l'imaginaire se recrée autour d'une autre forme de mobilité. Aujourd'hui, on est bassiné par ça. Moi, gamin, mes jouets c'était des voitures. Je regardais le Paris-Dakar avec mon père, on regardait Turbo tous les samedis. Et donc ce que j'aimerais moi aujourd'hui, c'est que finalement les gamins d'aujourd'hui soient demain des conducteurs de véhicules intermédiaires, de vélos, ou en tout cas imaginent une mobilité beaucoup plus sobre et beaucoup plus positive, encore une fois pour la planète, mais aussi et surtout pour nous-mêmes. Le Véli doit-il finir par remplacer la voiture? Sûrement pas. Mais il pourrait devenir la solution privilégiée pour une majorité des trajets du quotidien. Il répond aux mêmes besoins et contraintes que la voiture individuelle, tout en diminuant drastiquement son impact. Mais alors, à quoi pourrait ressembler le futur idéal de nos mobilités? Déjà, ce serait plein de vélos partout, à pédale et sans pédale, mais plein de ces petits véhicules partout qui font très bien le travail pour du quotidien. Et puis après, des voitures partagées pour les besoins de trajets plus longs. La voiture, c'est un objet qui reste formidable malgré tout ce qu'on pourrait en dire. Et c'est aussi pour ça qu'elle crée en fait plein de problèmes, parce qu'elle est surutilisée. Mon futur idéal, c'est de trouver finalement un véhicule qui est plus adapté aux usages qu'on en fait, et donc mieux dimensionné par rapport aux besoins qu'on en a. Et surtout aussi partager les usages. Si on ne peut pas se passer d'une voiture 5 places parce qu'on en a besoin, je sais pas, 5 à 6 fois dans l'année, il faut pouvoir facilement le louer pour compléter finalement l'offre dont on a besoin au quotidien. Oui, ça serait forcément développer ce genre de véhicule. Comme se sentent vraiment en sécurité à rouler avec ce genre de véhicule. Et après que ce véhicule se développe, alors il ne va pas remplacer la voiture, c'est évident, la voiture elle a son utilité et ça c'est pas à remettre en question. Mais si 10% déjà du parc routier français était remplacé par ce genre de véhicule, je pense que déjà ça se verrait, quoi. Ça serait quand même énorme, autant que dans la pollution, autant que dans l'encombrement dans les villes, autant que des avantages, quoi. Alors ma mobilité rurale idéale, elle est un peu complexe parce que comme beaucoup de gens à la campagne, on est habitué à avoir des fourgons pour déplacer parfois des charges lourdes. Donc je pense qu'elle est mixte. Il n'y a pas une solution pour le futur, il y en a plein de différentes. Et c'est vrai que quand j'ai pas besoin d'utiliser la fourgonnette, je suis très ravi d'utiliser un véhicule qui fonctionne bien, qui me fait faire un peu de sport, qui est super costaud, qui est réparable, qui est fait en France. Ça c'est mes valeurs et donc ça serait peut-être ma mobilité idéale. Ouais. Dans le monde idéal, les mobilités rurales de demain, je les imagine généralisées avec des petits véhicules comme ça. Après, on garde des voitures pour des exceptions, mais on les garde quand c'est vraiment justifié. Mais autrement, chaque fois qu'on peut faire autrement, on fait autrement. Et la société est organisée pour le autrement. Et la voiture devient l'exception. Exactement. Exactement. Ah non, j'avoue aussi. Moi je rêve. T'es contente? Je suis pas à l'aise 100%, mais ça va vite quand même. Avec une autonomie de 140 km. Ce qui est déjà énorme pour se déplacer, c'est très bien. 140 km, moi il me faut 3 heures pour les faire. 3 heures le matin, une pause, on casse la croûte, un super resto et tout, on se tape la cloche. On installe là en charge, puis on repart l'après-midi pour 3 heures de route encore, 140 km, on a fait 280 km dans la journée. En 3 jours, on est à Paris. Il n'y a pas de problème. Tu te fais vraiment plaisir avec, quoi. On l'a pas faite pour faire le con, mais qui peut le plus, peut le moins, quoi. Tu vois, ça marche très très très, tu vois, très bien, tu vois. J'ai l'impression d'être dans Mario Kart.